Avertissement. Cette émission renferme des scènes que vous saurez certainement apprécier. Nous désirons vous aviser qu'elle est produite et réalisée par des étudiants et étudiantes de l'Université de Sherbrooke. Soyez originaux, restez à l'écoute. Ah oui, en passant, c'est la dernière de la saison de... Bonjour tout le monde et bienvenue à Reflet d'art, l'émission qui se consacre entièrement à l'art et à la culture en esprit. Autre semaine spéciale puisque cette émission est entièrement réalisée par des étudiants et étudiantes de l'Université de Sherbrooke. Comme à chaque semaine, nous aurons la chance d'accueillir des personnalités de la région fort intéressantes. Et cette semaine, nous aurons la chance d'accueillir Angèle Séguin, auteur de pièces de théâtre, Yves Boisvert, poète et polémiste, Nicolas Hull et François Couture du groupe Le Monde Flottant et Jean-François Cormier, auteur et comédien de la pièce Le Puits. Nous aurons également l'occasion de parler de littérature et des spectacles à venir pour la prochaine saison. Le mois d'avril nous amène un tas de choses. Les fleurs qui sortent, le temps chaud qui arrive, le goût de danser également le Charleston comme dans les années 20 au lendemain de la guerre. Et Charlotte Avril, une nouvelle venue dans le monde artistique, a, disons, puisé ses sources dans le répertoire des années 20 et nous a offert un album, tout dernièrement, avec un son actuel. Nous l'écoutons. Bonjour Charlotte Avril, ça va bien? Très bien. Oui. J'ai une petite question pour toi avant de commencer l'entrevue de fond. Est-ce que Charlotte Avril, c'est ton vrai nom? La première qui me pose la question, hein? Non, c'est pas mon vrai nom, mais c'est rattaché à une belle histoire. En fait, pour être sincère, j'étais un peu peut-être dérangée à cette idée-là, mais j'ai vitement accepté une composition comme en fait, quand on a discuté de la possibilité d'un nom, et j'ai accepté parce que ça référait pour moi je dirais à une personne que j'aime beaucoup, qui est ma mère. Bon. Et en fait, c'est une histoire un petit peu particulière parce que pendant le projet, c'est pas drôle à dire comme ça, mais en fait, ma mère a décidé subitement pendant le projet. Et ma mère m'a toujours appelée Charlotte, adorait ce nom. D'ailleurs, c'est le nom qu'elle voulait me donner à la naissance. Et elle m'a toujours dit, j'ai tellement de regrets de ne pas t'avoir donné ce nom-là. J'aurais dû tenir à ma tête parce que c'est une petite guerre entre mon père et ma mère sur le choix du prénom qu'il voulait me donner. Alors, elle m'a toujours dit, si c'était à refaire, c'est Charlotte. Alors, c'est pour elle que j'ai changé. Donc, c'est un peu un souvenir. C'est ça. Oui. Ton premier album que tu nous présentes, c'est un album d'amour, de chansons d'amour aussi, beaucoup. Oui, d'ailleurs, il y a des éléments importants au tout début lorsqu'on essayait de penser, toute l'équipe ensemble, sur l'orientation de cet album-là. Il y a des éléments là, concrets qui ressortaient. Et il y avait entre autres un discours amoureux que je voulais tenir. J'avais envie d'un retour au romantisme, aux dentelles, et il y avait également cette fascination que j'ai toujours eue pour cette époque qui est les années 20, les années folles. Et à un moment donné, tout s'emboîtait parce que, on sait qu'autrefois, les chansons d'amour, la référence que je donnais souvent, c'était cette chanson qui s'appelle « Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres ». C'était un peu ça, le filon qui a servi beaucoup au départ, parce qu'il a fallu tout construire, tout bâtir. C'est ça, c'est un long processus, tu disais ça, là. C'est un long processus parce que je disais souvent que je ne savais pas exactement ce que je voulais, mais je savais ce que je voulais pas. Et ces éléments-là ont été pour moi des filons très très importants parce qu'on aurait pu se perdre. C'est pas pleurer non plus, c'est pas un produit. J'ai pas fait quelque chose de purement en 1920. C'est un clin d'œil, c'est une inspiration. Je m'identifie pas comme une chanteuse de cette époque-là où qu'on pourrait peut-être associer à du jazz, du blues. Je reste une chanteuse populaire quand même. Donc, c'est pas sérieux, c'est une inspiration. C'est ça, tu puises aux sources des années 20 quand même. La première chanson, notamment, où il y a de la friture, ça ressemble étrangement à cette époque-là. Oui, je fais une imitation d'ailleurs. Quand plusieurs pensent que c'est elle qui chante au début de cette chanson, qui s'appelle J'ai des amours. C'est une reprise d'ailleurs que j'ai fait. Et cette chanson a beaucoup servi aussi de modèle pour les autres qui ont suivi.
c'était pas évident parce que ce qu'on voulait, c'était ça. C'était des chansons inspirées, mais adaptées aussi aux années 90. Donc, évidemment, que les arrangements de Steve Lapierre ont été absolument extraordinaires parce que c'est pas évident de s'expliquer et de dire, soit aux auteurs, aux compositeurs, ce qu'on veut. Ce sont des chansons inspirées des années 20, mais adaptées aux années 90. On disait à une certaine époque que la chanson française au Québec n'avait pas toute la place qui lui était en fait méritée. Mais on a pu constater au cours des dernières années qu'il en était tout autre. Deux jeunes hommes talentueux de la région de Sherbrooke ont décidé de relever le défi et de former le groupe Le Monde Flottant. Ils ont également lancé leur album le 12 avril dernier, qui s'intitule Névrose. Nicolas Hull et François Couture, bonsoir. Bonsoir. Le Monde Flottant. Nicolas, dites-moi, d'où vous vient l'inspiration de ce nom-là? Alors, on cherchait un nom original, moi et François, pour le groupe, et puis Le Monde Flottant, c'est le titre d'une de nos pièces, qui se retrouve sur l'album démo Héroïne qu'on a lancé au mois d'août 93. Et puis, on trouvait que c'était un nom approprié, puisque autant dans la pièce que pour le groupe, le monde flottant représente un espace du rêve, un espace d'imagination, qui nous permet, autant sur scène que en musique, de voyager dans le domaine de l'imagination, et puis ce qui est tout à fait approprié pour un groupe progressif comme nous. D'accord. Et disons, sans vouloir vous catégoriser, dans quel genre de musique, quel genre musical vous situez-vous exactement? Bon, Nicolas vient de mentionner le mot progressif. C'est peut-être un peu fort. En fait, ce qu'on fait, c'est un rock à légère tendance progressive. On utilise quelques éléments de progressif comme ça, mais les extraits qu'on va entendre tout à l'heure ne reflètent pas ça vraiment. Les extraits qu'on a choisis reflètent plus le côté rock du groupe, mais le groupe a aussi un côté progressif. D'accord. Et si vous le désirez bien, on va écouter un extrait de leur album Névrose. Même si nous sommes en fin de journée, on va écouter l'extrait qui s'intitule Grasse matinée du groupe Le Monde Flottant. Bien, Nicolas, on a entendu un petit peu les textes de cet extrait-là. Dites-moi, quelle est l'inspiration principale de l'écriture de vos textes en général? Bien, en général, c'est assez personnel. C'est une vision... bon, si on prend Grasse matinée, c'est tout simplement ce qu'on vit à tous les jours, de vouloir être rassuré par la personne avec qui on partage notre vie. Sam, qui est une autre pièce de l'album, c'est une pièce plutôt comique. C'est une grosse carte, alors que Si, qui est la pièce suivante, est plutôt tragique. En fait, on s'inspire de tout ce qu'il y a autour de nous. Si est très politique, Grasse matinée est plus personnel, tout comme nous. D'accord. Et peut-être, avez-vous des projets de spectacle pour prochainement ou... Présentement, il n'y a rien de concrétisé encore. Probablement, bon, des spectacles en région pendant l'été avec nos musiciens. Contrairement au lancement qui s'est fait avec Séquenceur et seulement nous deux. Mais rien de concret encore. Donc, pour l'instant, seulement, bon, la cassette, bien sûr, est disponible au Jukebox, au Disqueret, ainsi qu'à d'autres endroits ici à Sherbrooke, ainsi que le t-shirt du groupe qui est toujours en vente. Et justement, je fais une collection de t-shirts, alors j'irai sûrement en acheter un chez vous ou à votre magasin. Tiens, pour terminer, tantôt vous nous parliez de Sam, le croque-mort. On va sans doute écouter un extrait dans quelques instants. Mais avant de vous quitter, bien, je tiens à vous remercier grandement d'être venu en studio ce soir et nous vous souhaitons à tous un succès inespéré pour les années à venir. Merci beaucoup, Nicolas et François. On écoute l'extrait.
bien, la région de Sherbrooke vous offre plusieurs possibilités. D'abord, le Granada vous invite toujours à ses midi aventures un vendredi sur deux. Voyagez à travers le monde en compagnie de conférenciers intéressants. Ils vous parleront de régions captivantes et vous pourrez même goûter à des mets typiques de chacun de ces pays. Et tout ça au coût minime de 6 $. Voici les thèmes qui seront abordés au cours des 2 prochains dîners, soit le 6 mai, la route de la soie, et le 20 mai, le Tibet. Depuis, ne manquez pas l'auteur-compositeur-interprète Richard Desjardins le 7 mai prochain, au Granada également. Le Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke expose Chick Schwartz et George Foster du 30 avril au 12 juin. Voyez des sculptures de céramique et de bronze inusitées, surprenantes, avec un petit côté humoristique. Schwartz est un sculpteur renommé pour ses œuvres murales, en perspective, illustrant des scènes de la rue, tandis que Foster, lui, plutôt pour ses sculptures d'insectes. J'aimerais vous rappeler que le Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke est ouvert tous les jours de 13h, sauf le lundi, et l'entrée n'y est que de 2 $. Maintenant, voici un aperçu de ce qui s'en vient au cours des prochaines semaines. Au lieu de la synagogue, voyez Patrick Huard. Je vous donne les dates du 13 mai au 16 juillet, sauf les 9, 10, 11 et 12 juin, pour faire place au festival acoustique. Coup d'œil sur cet été maintenant, Pierre Vergile succédera à Patrick Huard sur la scène du 19 juillet au 20 août. Le duo Lévesque et Turcotte maintenant sera au théâtre Chéribourg dans le canton de Feuille du 1er juillet au 6 août. Tout ça nous promet un été plein de sourires, alors amusez-vous bien. Vous est-il déjà arrivé de rêver et de regretter de vous être réveillé par la suite, ou encore de faire des rêves prémonitoires? Jean-François Cormier, un jeune auteur et comédien de chez nous, a créé la pièce Le Puits. Il nous donne sa version des rêves. Alain Vézina l'a rencontré. Il y a quelques semaines, Roche Bédard annonçait la présentation de la pièce Le Puits au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Nous rencontrons présentement Jean-François Cormier, l'auteur de cette pièce, afin de s'entretenir plus longuement avec lui de sa démarche d'auteur. Bonjour Jean-François. Bonjour. Le Puits, c'est une histoire. Oui. Le Puits, c'est l'histoire de 2 hommes, Barthélemy et Samuel, le rural et le rêveur. Alors, le bonhomme, quoi, le gars qui était drôle, qui aime la vie, bon vivant, et le poète, le rêveur, le passionné. C'est 2 hommes qui sont parachutés comme ça dans un désert, dans une intemporelle. C'est une histoire de rêve. Et puis cette histoire-là doit bien émaner de quelque part. Il est courant qu'un auteur dérive son œuvre d'une expérience personnelle ou qu'il puise dans son vécu pour inspiration. Jusqu'à quelle mesure c'est vrai dans ton cas? Oui, bien, c'est une histoire de rêve. Quoi de mieux pour un rêveur inné? Je suis un rêveur, comme il s'en fait pas beaucoup. J'ai toujours eu le goût de faire du théâtre, de jouer du théâtre, d'écrire des pièces surtout. Le roman, c'est plus accessible, en tout cas pour moi, la poésie, un petit peu plus, le théâtre, mais là, on se laisse aller. Et puis la pièce, c'est le résultat de cette passion-là. Exactement, oui. La pièce, c'est un rêve que je voulais poursuivre jusqu'au bout. On a écrit le texte, j'ai écrit le texte, c'était pas assez. J'ai dit maintenant, on va le produire, on va le jouer. Tu mentionnes beaucoup de rêves dans tes réponses, puis on voit aussi que dans la pièce, tu es omniprésent. Pourquoi est-ce que tu attaches tant d'importance à ça? Une phrase que j'aime dire un peu pour résumer la pièce. Je dis le puits, c'est quand on a toujours espéré de rêver, quand un jour on y parvient, et quand rêver, ça ne suffit plus. Alors, c'est vraiment le meilleur résumé, je pense, de la pièce, c'est de vouloir rêver, oui. Mais une fois qu'on a rêvé, c'est de vouloir continuer, de vouloir donner suite à ses rêves, et puis de vouloir rêver encore. Et les réaliser. Et les réaliser. Éventuellement. Toujours. Et puis, pour terminer notre entrevue, tu as produit ta pièce Le Puits. Est-ce que tu as d'autres projets en tête? Pour la pièce ou pour d'autres pièces? Pour Le Puits, on a joué la pièce au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Okay. On joue la pièce dans le mois de mai à Beauville, dans la Beauce. Éventuellement, l'année prochaine, pour le Festival du théâtre interuniversitaire. Et il se déroule où? Qui se déroulera l'année prochaine à Montréal. Okay. Et bon, ultérieurement, peut-être d'autres pièces, mais en tout cas, c'est encore loin. Okay. Je te remercie beaucoup, Jean-François. Je te souhaite bonne chance dans tes projets. Okay. Merci. Celui dans lequel on vit, il change pas.
Quoi? Fera toujours de ces questions pour m'embêter. Toi, réponse pour m'angoisse. Vous aimez les livres, la lecture, la littérature, eh bien, vous serez content d'apprendre que se tient présentement une semaine du livre à Sherbrooke. En effet, l'Association des auteurs de Canton de l'Est, en collaboration avec la Bibliothèque municipale Eva-Sénécal et le Salon du livre de l'Esprit, organise un festival du livre à Sherbrooke. Plusieurs activités se dérouleront du 25 avril au 1er mai. Il y en aura pour tous les goûts, pour les personnes âgées, pour les jeunes et pour tout le public. Voici quelques activités au menu. Le lundi 25 avril et mardi 26 avril, place aux jeunes. Il y aura 3 écrivains, dont Louise Michel Souriol, Raymond Plante et Michel Marino, qui viendront parler de leurs livres et rencontrer les jeunes. De même qu'à 19h30, mardi soir, il sera possible de voir la première du film Cornouailles de Pierre Perrault. Mercredi 27 avril, il y aura une séance de signature de François Landry. Ça se passera dans le hall de la Bibliothèque municipale Eva-Sénécal. À 19h30, il sera possible de rencontrer Bernadette Renaud. Ça s'adresse à tout le public. Jeudi, le 28 avril, à 14h, Michel Chartrand sera ici pour rencontrer les personnes âgées. Il sera question de pension de vieillesse. Vendredi, samedi et dimanche, il y aura des lancements de livres, des lectures de textes dans certains lieux publics de Sherbrooke, ainsi que plusieurs autres activités. Je vous lance l'invitation, soyez-y, c'est à ne pas manquer. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours téléphoner au 821-2221. C'est l'Association des auteurs des Cantons de l'Est. Au revoir. En parlant de la Semaine du livre, Yves Boisvert, un poète et polémiste bien de chez nous, lancera cette semaine son recueil de poésie qui s'intitule « Aimez-moi » aux éditions XYZ. Nous l'avons rencontré pour vous. Vous avez commis plusieurs recueils. Est-ce que c'est exact de dire commettre un recueil? Oui, on commet des recueils de poésie. Je ne crois pas qu'on commette des romans ou des essais sur la philosophie contemporaine ou sur la mécanique automobile. Je pense qu'en poésie, on commet des livres parce que dans la poésie, il y a la parole devient comme une sorte, un acte, qui est parfois un acte de rébellion face au langage normatif orthodoxe, parfois aussi une prise de parole politique. Donc, je trouve que le verbe commettre s'adapte mieux à la poésie qu'à d'autres types de livres. Il y a aussi des livres, des essais politiques ou des essais polémiques qui mériteraient qu'on dise d'eux qu'ils ont été commis. Comme on a commis un acte, on ne commet pas une pensée, on commet un acte. Qu'est-ce qui est le plus proche de l'acte dans l'écriture? Je pense que c'est la poésie, peut-être le théâtre aussi, ou le texte polémique en tout cas. Ça, vous parlez de polémique, êtes-vous vous-même polémiste? Oui, je suis de la race d'Arthur Buis. J'aime discuter des idées, j'aime faire fonctionner les cerveaux, et j'aime confronter des perceptions de la réalité autant intérieure qu'extérieure. Intérieur moins, mais extérieur beaucoup. On a également dans notre génération le projet indépendantiste du Québec. Alors, la littérature la littérature que l'on connaît est souvent en rapport avec cet espoir de libération du peuple québécois. Et je garde toujours à l'esprit quand je prends la parole et qu'on me donne l'occasion de prendre la parole, que tout ne va pas de soi, il n'y a rien d'évident, il n'y a rien d'acquis. Il faut constamment redire les choses afin qu'elles pénètrent à l'intérieur des esprits, des cœurs, des cerveaux et de la vie, de manière à dégager ce qui nous tient à cœur, à l'esprit et au cerveau. Et ce n'est jamais simple, et ça ne va jamais de soi, et c'est pourquoi souvent on va dire des trucs, et il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui le sont. Mais c'est le signe d'une société libre que de confronter des idées, pas toujours chercher l'unanimité. Il n'y a rien de plus plate que l'unanimité. C'est stérile l'unanimité. Tout le monde il est d'accord. Oui, mais alors, si tout le monde il est d'accord, il est inutile d'avoir un gardien de but dans le but. On donne des rondelles à tout le monde et tout le monde lance sur la bande. Mais pour qu'il se dégage des significations pertinentes et enrichissantes,
je pense qu'il est nécessaire de confronter autant les espaces intérieurs que les idées concernant la société, la politique, la langue, l'enseignement, l'éducation, la santé. Dans votre cas, est-ce qu'on peut parler, on parle nécessairement d'écriture engagée? Oui. Dans mon cas, ce qui n'est pas engagé n'entre pas dans mes livres. Parce que je ne suis pas là pour flatter qui que ce soit. Je ne suis pas là pour dire oui et sourire quand c'est le temps de sourire. Je sais que parfois, il y a des gens qui disent « Ah, il a une drôle de gueule, Boisvert, il sourit pas toujours. » Parfois, on a l'impression qu'il est en colère, puis on ne sait pas pourquoi. C'est qu'on ne dit pas tout. Mais nous, les êtres sensibles, là, ben, on est portés à exprimer ouvertement en public ce qui nous arrive. Et on n'essaie pas de se cacher. On essaie de rendre public ce qui nous arrive. Parfois, c'est personnel, parfois, c'est collectif. Et en témoignant de ce qui nous arrive et de ce qu'on perçoit de ce qui nous est arrivé, ce qu'on en a perçu, parce qu'on ne perçoit pas toujours l'ensemble de la réalité, on perçoit des aspects de la réalité. Bon, je pense qu'on peut servir, si jamais on peut servir à quelque chose, on peut servir à conscientiser, à sensibiliser, à ouvrir à d'autres aspects, à d'autres horizons, une pensée stéréotypée et standardisée. Cet hiver, vous êtes sûrement allé voir jouer votre équipe de hockey favorite au Forum de Montréal, ou encore l'été dernier, vous êtes allé en Italie voir le Forum de Rome. Qu'en est-il du théâtre Forum? Isabelle Taillon a rencontré Angèle Seguin, auteur de pièces de théâtre et de théâtre Forum, où vous faites partie de l'équipe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Mme Angèle Seguin, qui est mère de famille accomplie et également auteure de théâtre. Bonjour, Mme Seguin. Bonjour. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu, vous vous spécialisez surtout dans l'écriture de théâtre Forum. Vous avez écrit quelques pièces, mais surtout du théâtre Forum. Qu'est-ce que c'est exactement, le théâtre Forum? Bon, avant de vous parler un peu de ce que c'est le théâtre Forum, je vais avant ça vous expliquer un peu pourquoi est-ce que moi j'ai fait ce choix de ce type d'écriture-là. Bon, d'abord, le type d'écriture que je fais, c'est plus un théâtre, je dirais, social, plus un théâtre engagé. Et c'est un choix idéologique, c'est un choix philosophique aussi que j'ai fait. Je trouve important que le théâtre soit un outil accessible, que les gens puissent non pas seulement y aller, mais puissent aussi y participer, puissent jouer au théâtre. Et souvent, par le biais du théâtre Forum, parce qu'on traite de thématiques bien particulières, les gens des différents milieux avec lesquels on travaille ont la possibilité de s'impliquer dans les théâtres Forum. Okay. Bon, j'arrive à vous expliquer qu'est-ce que le théâtre Forum. C'est interactif. C'est un théâtre dit interactif où la pièce qui est montrée traite d'une thématique particulière. Donc, une thématique qui montre, non pas toute la réalité, mais une partie de la réalité, qui n'est pas nécessairement idéale, mais qui est réelle par ailleurs et qu'on voudrait voir changer. On n'a pas toutes les solutions et on demande aux gens qui sont dans la salle, vous, si vous étiez à la place de certaines personnes, qu'est-ce que vous feriez pour changer ça? Alors, le théâtre Forum, c'est un anti-modèle finalement. C'est ce qu'on veut pas que ce soit, mais malheureusement qui existe. Alors, la pièce est présentée habituellement une fois, comme une pièce de théâtre ordinaire. Elle est reprise ensuite scène par scène et les gens de la salle sont appelés à venir sur la scène, remplacer les personnages. Les gens doivent venir sur la scène pour remplacer les personnages. Vous savez, ça nous est tout arrivé chez nous, assis autour d'une table, en jasant de changer le monde. On a tous fait ça au moins 10 fois dans notre vie. Le lendemain matin, dans la réalité, on se rendait compte, oups, bon, c'est pas tout à fait comme j'avais dit hier. Donc, le théâtre Forum, c'était vraiment à mi-chemin sur la frontière entre le théâtre et la réalité, où on peut, dans le jeu, essayer des idées, des solutions qu'on pourrait peut-être pas essayer autrement. Puis vous avez des expériences aussi à l'extérieur du Québec? Oui. Oui, bon, j'ai créé en 89 une pièce au Mali, en Afrique de l'Ouest, sur la ménopause, la santé des femmes en milieu rural. Sur la même approche. Mais là-bas, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus facile ici, dans le sens que le théâtre, le chant, la danse, ça fait partie intégrante de la vie des gens. Alors, c'est très facile d'amener les gens à faire du théâtre, à monter sur scène. Des fois, ici, on a un peu plus d'inhibition. Bon, il y a eu cette expérience-là au Mali. Il y a eu aussi en 87, en Saskatchewan, une autre expérience de théâtre forum avec les francophones de Saskatchewan sur les réalités des minorités francophones à l'extérieur du Québec. C'était aussi vraiment bien particulier comme expérience, mais on ne peut pas vraiment reprendre ces textes-là, que ce soit au Mali, que ce soit en Saskatchewan, pour les jouer au Québec parce que c'est des réalités trop différentes. Non.
En terminant, Mme Séguin, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des projets? Êtes-vous en train d'écrire quelque chose ou vous venez de terminer quelque chose? On vient de terminer un théâtre forum avec les familles immigrantes sur les réalités de couple, les vécus de couple dans les familles immigrantes, qui va être repris à l'automne. Ce théâtre forum-là va ouvrir la semaine interculturelle en novembre, à la mi-novembre. Et je termine, on vient de terminer l'écriture d'un théâtre forum sur les femmes et le sida, avec le centre de prévention du sida sur le CSA, qui va être au printemps et repris aussi à l'automne. Donc, c'est parfait. Malheureusement, c'est le temps qu'on a, Mme Séguin. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je vous souhaite bonne chance dans tous vos projets. Merci. Comme les étudiants et étudiantes de l'Université de Sherbrooke, Reflet d'art s'en va en vacances. C'était donc la dernière semaine de diffusion de l'émission Reflet d'art. Mais avant de vous quitter, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont collaboré de près ou de loin à l'émission. Nous tenons à remercier tous les invités, Charlotte Avril, Nicole Hull, François Couture, Jean-François Cormier, Yves Boisvert et Angèle Séguin. Également, un gros merci à notre professeur, Sylvie Bergeron, qui enseigne à l'Université de Sherbrooke dans le cadre du cours Communication télévisuelle. Sylvie qui est une personne qui s'implique beaucoup dans la vie culturelle en Estrie. Donc, un gros merci à Sylvie pour nous avoir donné cette première chance en télévision. Il ne faut pas oublier non plus l'équipe technique, l'équipe Vidéotron, Table 11, entre autres Roger Pelletier, Normand Couillard, Walter Marc Trudeau, Sylvie Dubreuil, Stéphane Parent et Michel Côté. Et finalement, nous désirons vous remercier, vous les téléspectateurs, de votre assiduité et nous vous invitons à être de retour la saison prochaine à Câble 11. Et sur ce, nous vous souhaitons un bel été.